Chapitre 33, la vérité vous rendra libre. Conversation avec Sylvie. Donc aujourd'hui, je vais faire un travail un petit peu différent, encore une fois, toujours pour changer, pour évoluer. J'ai reçu dans un chapitre 27, je crois, 25, chapitre 25, un commentaire d'une dame qui s'appelle Sylvie, que je ne connais pas, et j'ai trouvé le commentaire riche, intéressant, et pour vraiment créer une conversation qui est intéressante, j'espère, pour elle, mais aussi pour beaucoup de gens, parce que ça touche de nombreux sujets. Et comme ça se tient un peu entre des histoires d'extraterrestres et le bon fin, la fraternité, Maître Omram, etc., je vais le placer là. Je profite d'ailleurs de ce chapitre déjà pour inviter toute personne qui en a envie à soit faire le même travail, écrire un long texte, enfin un texte suffisamment riche pour pouvoir y répondre directement, avec le même protocole, avec quelqu'un qui lit. Là, je suis avec ma fille qui va lire donc. Ou vous pouvez aussi laisser un message audio sur mon adresse mail qui est pas du tout cachée, hein, c'est facile à trouver sur mon site, ou envoyer un message audio sur WhatsApp ou Telegram. Mes deux numéros sont marqués, encore une fois, il n'y a aucun secret. Quand il y a un message, je prendrai dans ce cas-là le message directement, donc ce sera directement avec votre voix, et je le mettrai sur pause de façon à faire un espèce de dialogue. Et je ne censure rien, à moins d'avoir des messages d'insultes délirantes, dans ce cas-là, qui sont simplement effacés. Ce n'est pas non plus un secret. Il y a régulièrement des gens sur des sujets différents qui m'écrivent pour m'insulter des pires monstruosités. Et dans ce cas-là, ils peuvent se fatiguer à faire tout ce qu'ils veulent. J'appuie sur « delete », ça veut dire « effacer ». Donc, des fois, je reçois 2-3 pages d'insultes, vous n'avez aucune idée. Et je regarde, je lis les 10 premières lignes, je vois que c'est totalement bas et insultant, et pouf, delete, et au revoir. C'est pas moi qui lis, c'est pas moi qui delete, mais le résultat est le même. Mais dès qu'il y a quelqu'un, même si vous êtes en désaccord et que vous voulez appuyer sur certains points, tant que ça reste respectueux et intelligent, les accords, les désaccords, les témoignages sont les bienvenus. Je ne peux qu'inviter... J'essaye de plus en plus récemment d'inviter des gens aussi de la FRAT, que ce soit de la Bulgarie ou de la France, que cela soit en français ou en anglais, à ce qu'il y ait des gens qui témoignent, soit parce que je les rencontre physiquement, soit parce qu'on fait le même système sur Internet, et je répondrai soit directement, soit comme on va faire maintenant. Voilà, donc toute personne qui a envie de témoigner pour appuyer son point de vue sur Maître Omram, sur la fraternité, sur la spiritualité, sur des choses que j'ai exposées par rapport à la vérité vous rendra libre, vous êtes absolument les bienvenus. Je suis totalement pour le dialogue et la participation de chacun. C'est une invitation qui est d'ailleurs valable sur d'autres choses que je fais aussi sur le même canal. Je suis pour la communication, donc vraiment, sentez-vous totalement libre. Alors, maintenant, Anaëlle, ma fille présente, va commencer à lire le message de Sylvie et je vais discuter, si je puis dire, avec Sylvie, en espérant que cette discussion sera aussi très riche pour vous, je le crois. Allons-y. Il y a 44 ans, j'avais 11 ans, j'étais en 6e. Ma sœur, en 1974 donc, au collège, était fortement incitée par ses professeurs pour faire des exposés sur le thème des ovnis et des extraterrestres. Pas tant pour le thème, mais pour ses capacités en français et en élocution pour son âge, je pense. Elle a toujours été passionnée, s'est toujours beaucoup documentée et a fait des exposés de très bonne qualité et très sourcés. Nous avions fait ensemble quelques photos truquées pour apprendre aux autres élèves à repérer les super chéris. Super chérie. Super chéris. Ma sœur avait été témoin plusieurs fois. Elle a même été poursuivie par un faisceau lumineux dans notre cour et je me rappellerai toujours son retour paniqué à la maison. Ok. Alors déjà, je vais commenter un petit peu, en sachant que Anaëlle, elle parle 3 langues couramment. Donc, elle a une triple éducation, si je puis dire. Donc, des fois, si un mot est écorché en français, désolé. Mais... Et c'était en 74, t'as dit ?
74, oui. Ouais. En 74, 74 pour les Français. En fait, c'était une période où il y avait beaucoup plus de choses qui perçaient. Parce que les gouvernements ne s'étaient pas tellement organisés pour ridiculiser les informations. Donc par exemple, moi je me souviens que c'était une période où j'avais découvert Jean Sandy, un écrivain français qui avait créé un livre, La Lune, clé de la Bible. Et d'ailleurs, c'était un prof de maths qui m'avait initié à ce livre. Je l'avais dévoré. Et après la moitié des cours, on parlait plus de toutes les théories par rapport à ça d'une façon, on va dire, pseudo-scientifique, parce que j'avais 12-13 ans, 14 ans. Mais il y avait beaucoup plus d'ouverture, parce que les gouvernements n'avaient pas eu encore le temps de ridiculiser les choses. Puisque la plupart du temps, il faut que vous compreniez que on va assassiner les histoires d'extraterrestres de deux façons différentes. D'abord, en ridiculisant les informations. La plupart du temps, ils ne les démentent pas, ils les ridiculisent, comme c'est ce vaisseau qui était apparu au-dessus d'une ville aux États-Unis, j'ai oublié, et le maire de la ville est apparu à la télévision le soir même ou le lendemain, où ils ont présenté un homme habillé en extraterrestre avec des menottes en disant on a trouvé le coupable, pour ridiculiser entièrement l'histoire. Et évidemment, tout le monde rigolait beaucoup. Ça a été une formidable pièce de théâtre. Ceci étant, ce type, après, une fois qu'il était en retraite, il a dit non mais moi-même je l'avais vu, c'était absolument vrai, mais j'étais obligé. C'était des ordres et on m'avait demandé de faire ça et je dois exécuter ce qu'on me demande. Donc, c'est bien comprendre le protocole que la plupart du temps, les choses qui sont présentées vont être non pas niées mais ridiculisées, ce qui est beaucoup plus fort. Par exemple, il y a une histoire avec EB, Entity Biological and Extraterrestrial, EB, et entité biologique extraterrestre, donc un alien qui a survécu, qui a survécu d'un crash et qui est resté dans les laboratoires américains pendant 2-3 ans et qui a enseigné beaucoup de choses avant de mourir parce que la Terre n'était pas exactement la meilleure situation pour lui pour survivre. Bref, quand il était à l'agonie, il y a des scientifiques qui étaient vraiment des disciples de cet extraterrestre en adoration totale et qui ont percé, qui ont disparu et qui ont révélé au monde voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il nous a enseigné, voilà ce qu'il disait, voilà comment il était. Et de ceci, eh bien, les Américains ont fait un truc fantastique, vraiment fantastique. Au niveau de la manipulation, c'est génial, puisqu'ils ont dit oui, absolument. On avait EB avec nous, absolument. Ils n'ont absolument pas nié. On avait EB avec nous, absolument. On peut même vous dire qu'il ne se nourrissait il ne s'alimentait que de glace à la fraise. Et voilà, c'est tout. Et on a l'impression de dire, voilà, ils ont reconnu. Mais en fait, c'est tellement grotesque que 3 mois ou 4 mois plus tard, n'importe qui osait parler de EB, tout le monde rigolait, en pleurait, en disant, ouais, l'extraterrestre qui mange des glaces à la fraise, on est au courant, on a vu la plaisanterie. Et terminé. Donc, vous avez déjà ce premier protocole. Et puis, le deuxième protocole, c'est que toute personne qui va parler de ça va être aussi ridiculisée, plus que ridiculisée, détruite, brisée. Vous croyez être en démocratie, c'est absolument faux. C'est-à-dire que si vous parlez de choses un peu trop intensément, ne serait-ce que Jean-Pierre Petit, qui est un scientifique brillant, qui a des dizaines d'années d'avance sur le niveau de la science en général. Et ce monsieur, simplement parce qu'il a parlé, et il n'a pas été le seul, il a cité, suivez ses conférences, et vous verrez, il cite plusieurs experts qui ont parlé, et bien d'un seul coup, le laboratoire est fermé, les fonds sont coupés, c'est terminé. Il peut ouvrir une pizzeria, ou un restaurant, ou une écurie, je ne sais pas, mais c'est terminé. Donc il y a une terreur totale, et puis, au-delà de ça, eh bien, si vous avez un divorce, vous êtes fini. Vos gamins, vous pouvez dire au revoir. Parce que la justice dira cette personne est totalement déséquilibrée. Même si on vous dira oh non, on ne fera jamais ça.
Pareil pour un boulot. Essayer d'être maire et d'être connu ou d'avoir une position d'administration dans une école ou un peu de responsabilité et de dire que vous avez vu des choses, mais vous êtes fini, vous êtes grillé. Donc la présentation de dire c'est facile et on peut en parler, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Je l'ai déjà présenté dans une autre conférence, mais peut-être était-ce en anglais, donc je ne sais pas si je vais me répéter ou pas, pour les NDE, EMI, expérience de mort imminente, je pense, en français. Il y a 280 000 personnes qui ont témoigné. 280 000 personnes, c'est gigantesque. Est-ce que vous entendez parler de ça? Par un livre de temps en temps, c'est pratiquement nié. Si on arrive à nier 280 000 personnes qui témoignent de à peu près la même chose, avec les mêmes manifestations, les mêmes transformations dans leur vie, on peut bloquer absolument tout. Et ce pouvoir-là est terrible, terrible. Par exemple, Jean-Pierre Petit a créé il y a assez longtemps un espèce de lecteur optique qu'on met au-dessus d'un appareil photo ou aujourd'hui d'un portable, parce que tout le monde a des portables aujourd'hui, et c'est un système qui permet non plus de prendre la photo simplement de l'image, mais aussi une image thermique. Et par une photo thermique, on peut totalement identifier quelque chose qui soit mécanique, qui soit un astéroïde ou une étoile plus loin, qui évidemment brille beaucoup, mais n'est pas très chaude au niveau de la planète Terre, ce qui n'est pas le cas de quelque chose qui vole et qui est proche, à 1 ou 2 kilomètres ou 300 mètres. Donc c'est un système ultra simple. Et c'est un truc que Jean-Pierre Petit avait créé qui vaut 1 ou 2 euros. Et il se proposait même de mettre des compagnies dessus pour le sponsoriser, que ça soit entièrement gratuit, directement livré avec tous les portables. Ça a toujours été totalement refusé. Et ma foi, si moi je fais partie du gouvernement et que je sais que les histoires d'extraterrestres sont des escroqueries, ben dans ce cas-là, je vais dire, mais oui, on va en mettre partout. Et comme les gens ne pourront rien photographier, ce sera la preuve la plus évidente que tout ceci n'est qu'une grosse escroquerie. Si j'empêche quelque chose, c'est parce que j'en ai peur. Donc oui, la relation avec tout ce qui est interdit dans le bien-pensant de société, c'est extrêmement sévère. C'est une terreur totale, c'est absolument clair. Ça, c'est absolument certain. On continue. Beaucoup de personnes dans ma famille, aussi bien du côté paternel que maternel, ont été témoins d'OVNI et ne me l'ont pas dit personnellement, mais je ne l'ai su que tardivement et parfois après leur mort. Les gens ont peur de passer pour des imbéciles, des naïfs. Moi-même, en sa présence, une seule fois, j'ai été témoin d'un déplacement d'un objet lumineux à des vitesses fulgurantes et des virages à un angle droit. Donc toute ma vie, j'ai baigné dans cette vérité. Mon père, qui a 87 ans et qui n'a pourtant jamais rien vu par lui-même, a trop entendu de témoignages de proches et y croit. Par exemple, encore une fois, les virages à angle droit, technologiquement parlant, c'est une impossibilité, à moins que l'on parle de MHD, tel que le présente Jean-Pierre Petit, par exemple, encore une fois. Et les G, donc les forces de gravité, 3G, 4G, on vit sur 1G, puisque vous faites une fois votre volume normal. Donc si vous êtes sur la Lune, eh ben, vous allez avoir, je ne sais plus combien, 0,3 ou 0,4G, et ainsi de suite. Sur des planètes plus grosses, beaucoup plus lourdes. Mais on ne peut pas supporter énormément de G. Les pilotes qui sont super doués, des surhommes. Moi, j'ai connu un mec, c'était un pilote qui voulait monter au niveau de pilote vraiment professionnel, d'élite de l'armée. C'était un dieu, ce type. Franchement, c'est un mec que j'ai connu à Fréjus. Enfin, physiquement, il était parfait, quoi. Il avait 50 ans quand je l'ai connu, donc c'était... Mais même à 50 ans, il était parfait. Et quand il a postulé pour ça, il n'était pas bon. Il n'était pas assez bon. Et il ne se plaignait pas que c'était injuste. Il disait simplement, je n'avais pas le niveau.
malgré être déjà un pilote, malgré ceci, malgré cela. Il était capitaine, colonel dans l'armée, colonel je crois. Et il a dit, à ce niveau-là, j'ai pas pu. Alors, vous imaginez le niveau physique de ces gens-là. Ces gens-là, avec des tenues particulières qui protègent des jets, je crois que le record du monde, c'est 8G, si je me souviens bien. 8G, peut-être 9G aujourd'hui grâce à la technologie, mais tourne autour de 8G. Or, moi j'ai lu directement des rapports de police de la Belgique, directement par un ami colonel, donc je les ai eus écrits, mais directement, et il y a un vaisseau par exemple en Belgique qui a été vu et par la police qui est arrivée, et par des avions qui sont arrivés, et qui ont verrouillé la cible. Il y a 2 avions, les plus puissants du moment, c'était en 1984-85, ils verrouillent la cible. Et une fois que la cible est verrouillée par des mirages, je ne sais pas combien, ultra puissants, c'est virtuellement impossible de s'en sortir. Et en fait, le vaisseau, d'un seul coup, pouf, démarre en une fraction de seconde, sous les radars de la police en bas, sous les radars des mirages, des 2 avions qui tournaient. Donc déjà, là, il y a énormément de témoins, et le vaisseau va démarrer à 30 G. 30 G, la rapidité, le vaisseau était juste à 30 à l'heure à peu près, il passe d'un seul coup à 30 G, et à 30 G, eh bien, tout ce qui est vivant à l'intérieur du 30 G est transformé en crêpe. Il n'y a aucune entité biologique qui peut supporter une telle accélération. Et de surcroît, il va démarrer à 30 G et à une altitude très basse. Et par le frottement de l'air, c'est encore plus un miracle biologique, parce que les avions techniques, parce que les avions qui volent très vite volent aussi très haut. Plus vous montez et moins vous avez de résistance d'air. Et sans déflagration du mur du son. Donc c'est un ensemble total d'impossibilités. Explication, s'il vous plaît. Silence, on rigole, on ne veut pas en parler. D'ailleurs, le colonel qui travaille avec moi et qui était beaucoup là-dessus et avec qui j'ai découvert énormément de choses, s'est étrangement pendu un jour alors que tout allait très bien. Eh oui, parfois c'est risqué de s'intéresser à certaines choses. Donc il faut comprendre, toutes ces histoires-là, ça va très très loin. On a les preuves absolues que c'est là, c'est évident, que c'est présent. Mais en même temps, on a une terreur totale et c'est très risqué de parler de ces choses-là. Il faut être très courageux pour effectivement en parler. Et que ce soit des histoires de fantômes, d'entités ou d'ovnis, ben c'est vrai qu'on découvre souvent des choses après la mort des gens parce qu'ils en ont parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un. Tout comme aujourd'hui, on a la preuve absolue que Roswell est vrai, tout simplement parce qu'il y a différentes personnes qui ne se connaissent pas, qui n'avaient comme seul point commun dans leur vie Roswell, en 1947, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils passaient par là, et je crois qu'il y avait une colonie, il y avait des militaires qui étaient là, enfin bon, donc des gens qui ont vu, et qui se sont tus totalement, et finalement, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ils sont morts de leur belle mort, ils sont sur leur lit de mort, et sur leur lit de mort, ils vont tous raconter la même chose, avec les mêmes menaces de mort du gouvernement américain s'ils parlent. Or, ils donnent tous les mêmes détails. Il y en a de 70, 80, 90, 90 et ainsi de suite. Ils n'ont aucun point commun dans leur vue, la vie. La seule chose qu'on va trouver, c'est qu'effectivement, ce jour-là, ils étaient à Roswell. Ils ne se sont plus rencontrés, ils ne sont même pas amis, ils ne se connaissent pas. Sur leur lit de mort, avec la même terreur, malgré qu'ils soient sur leur lit de mort, ils racontent les mêmes choses, parce qu'ils ont besoin d'en parler, parce qu'ils vont mourir, tout en disant « faites très attention, c'est très dangereux, n'en parlez pas, danger de mort » et ainsi de suite. Et rien que ça, ben voilà, encore une fois, c'est une preuve absolue. On passe à autre chose maintenant. L'autre chose, ce serait « pourquoi vous cachez ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Quels sont vos intérêts ?» Mais la question « est-ce qu'il y a des extraterrestres ?» c'est vraiment une question stérile, parce que c'est comme si on se demandait si l'air existe vraiment. Oui, ça existe, on passe à autre chose, voilà. Les scientifiques savent maintenant, de par les statistiques, qu'il ne peut pas ne pas exister d'autre vie.
au moins telle que la nôtre dans l'univers. Et là encore, je précise, la science des exoplanètes, qui a commencé, je crois, en l'an 2000. Je crois que la première, ça a été en 2000, je crois. Première planète qui a été découverte presque par accident. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 3000 exoplanètes. 3000. Hein, c'est quand même beaucoup et on en découvre tous les jours. Et on en a découvert de nombreuses qui sont plus adaptées à accueillir la vie que notre propre planète. Donc évidemment, il y en a nombreuses qui sont trop grandes, trop éloignées, trop proches, absolument. Mais il y en a de nombreuses qui sont plus adaptées à accueillir la vie, développer la vie, que notre propre planète, qui n'est pas si adaptée que ça, parce qu'il y a plein d'endroits très froids, très chauds, très instables. L'hiver, l'été, selon les pays, ça peut être très dur pour survivre, hein, quand on n'a pas la technologie. Aller survivre en Australie sans la technologie d'aujourd'hui, faut avoir la patate quand même. Hein. Donc, il y a plein de planètes. Donc c'est un fait évident, je veux dire, encore une fois, même, je crois que j'ai lu ça, c'est Sylvie qui va l'annoncer plus tard, elle a lu quelque part que même le pape est aujourd'hui en accord avec cette théorie. Il est obligé, comment voulez-vous qu'il fasse? Je veux dire, c'est d'ordre de l'intelligence basique, quoi. Pardon. C'est vrai. Et ils affirment que vu l'évolution exceptionnelle de la science ces quelques dernières décennies, il est très fort probable que certaines civilisations nous dépassent largement par seulement quelques centaines d'années d'apparition sur leur planète avant nous. Ouais. Et encore une fois, quand on calcule qu'on met l'âge du cosmos sur une année entière, le Big Bang était en date à minuit, le 1er janvier à minuit, et maintenant nous sommes le 31 décembre à minuit, eh bien notre développement technologique a commencé il y a 1 seconde dans cette année, 1 seconde. Or, imaginez une civilisation qui soit développée 1 minute avant minuit, 10 minutes avant minuit, 1 heure avant minuit, 1 semaine avant minuit, 1 mois avant minuit. Or, dans la structure du cosmos et l'évolution du cosmos, des forces de gravité, de tout ce qui est nécessaire pour regrouper l'ensemble des choses qui va permettre la vie, certaines parties du cosmos sont tout à fait adaptées pour accueillir et développer la vie dans les périodes du mois de mai ou juin. Donc effectivement, on pourrait rencontrer des extraterrestres qui sont pour nous des dieux absolus. Et la plaisanterie de dire « Oh mais c'est trop grand, c'est trop loin, c'est pas possible ». Oui, pour nous, oui, effectivement. Moi, mon père, je suis quand même pas centenaire, et mon propre père, il me disait que quand il habitait à Toulon, et il disait que pour aller ou d'une autre ville jusqu'à Toulon, soit une expédition de 70-80 km, il disait que c'était une expédition fantastique. On était excités des jours avant, on partait un jour, on restait une journée, on partait le lendemain. Il y a des moments où il y avait des collines et on devait sortir du train. Il y avait des petits murs sur le côté et on marchait à côté du train parce que le train n'avait pas la capacité pour monter la côte avec les passagers. Donc les gens marchaient à côté du train quand la côte montait, et puis remontaient dans le train, et puis hop, le train repartait pour la descente, ainsi de suite. Je veux dire, c'est de la science-fiction aujourd'hui. Alors quand vous prenez le TGV, c'est de la science-fiction. Eh bien, imaginez, non pas 60 ans de différence, ou 80 ans, je ne sais pas, 80 ans de différence, mais imaginez 5000 ans de différence, 10 000 ans de différence. On continue. Le pape a récemment confirmé qu'il croyait à cette thèse. Donc l'histoire des extraterrestres. Mais que ces E.T. soient venus sur Terre, là, ils ne l'ont pas encore affirmé, malgré toutes les traces visibles. Oui, parce que ceci entraînerait une révolution extraordinaire. J'ai même entendu un cardinal, il y a un petit moment en interview, il est obligé de reconnaître, et puis après il est bloqué, puis après ils disent « mais ça ne change rien ». Parce que nous sommes les seuls à avoir eu Jésus-Christ. Donc, ça reste accessoire autour de nous.
Ouais, c'est une manœuvre comme une autre pour s'en sortir. Bon, il commence à être un petit peu quand même dans la panique intellectuelle. J'admire votre courage. Surtout, continuez. Tout ce que vous dites m'est familier. J'ai un ami, depuis 15 ans, qui a côtoyé le Bonfim. Sèvres est le maître Omram de son vivant. Qui a côtoyé le Bonfim, Sèvres est le maître Omram de son vivant. Il m'a fait connaître ses écrits. Je suis en contact pratiquement journalier avec lui. Je suis allée une fois à Sèvres pour que je me fasse mon opinion. Et il m'avait dit que certaines personnes ne reflétaient pas l'esprit inculqué par le maître Omram et que lui et un de ses bons amis ne pouvaient plus continuer de venir à la FBU. La FBU, c'est la Fraternité Blanche Universelle. Et ben, ces gens-là, par exemple, s'ils ont envie de discuter avec moi et de témoigner sur mon canal et de faire avancer les choses clairement, hein, sans méchanceté aucune, juste vraiment donner toute la vérité par rapport à ce personnage et tout ce qu'il a pu faire, de bien ou de mal, mais en toute honnêteté, en toute objectivité. C'est super cool et je suis tout à fait intéressé. En sachant qu'effectivement, reconnaître, tout comme les histoires d'extraterrestres, hein, moi, depuis longtemps, la police est sur mon dos. D'abord parce que je suis un gourou. Alors, déjà, définition de la chose, parce que gourou, ça veut dire prof. Donc oui, je suis un gourou. Je suis un sensei. Je suis un hanshi. Je suis un gourou. Oui. Je suis un prof. Ben, voilà. Sauf que c'est donc pas une insulte d'être un gourou, puisqu'on a le droit d'être prof. Hein, c'est le titre d'un prof de yoga, donc voilà, c'est pas une insulte. Mais en même temps, c'est la pire insulte qu'on puisse imaginer. Hein, parce que si vous êtes gourou, je veux dire, les pédophiles à côté, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Je veux dire, franchement, violer un gamin, c'est beaucoup moins dangereux que de pratiquer une méditation avec un groupe. Je veux dire, c'en est à ce point-là. Donc, ne détournez pas mes dires en disant que j'invite à la pédophilie. Non, j'ai pas dit ça. Mais je dis que c'est comme ça. C'est la situation française. Secte, c'est le pire mot. Alors pareil, un gourou, secte, ovni, vous êtes fini. Hein. Au niveau du travail, au niveau d'un divorce, au niveau de quoi, vous êtes fini, c'est terminé. Or, la secte, officiellement, c'est pas une c'est pas une insulte. On peut trouver son origine soit du mot couper, soit du mot suivre en latin. Donc voilà, si vous vous coupez, vous isolez, pas vous isolez, vous êtes plus footballeur, vous êtes plus en politique, vous êtes plus avec Johnny Hallyday, que vous êtes à fond dans ce truc-là, ou que vous suivez Johnny Hallyday, par définition, vous êtes dans une secte. Mais en même temps, donc c'est pas une insulte. Hein, suivre Johnny Hallyday, c'est pas un problème. Pourquoi pas? Mais en même temps, c'est la pire insulte que vous pourrez affronter, qui auront les conséquences les plus catastrophiques dans votre vie, et que vous ne pouvez pas contrer, puisque c'est pas une insulte en même temps. Donc tout va bien. Moi, la police s'est beaucoup intéressée à moi parce qu'ils étaient absolument certains que j'étais un sous-marin de la FBU, c'est-à-dire que j'attirais de nouveaux disciples pour la FBU. Or, il faut savoir que l'ancien président de la FBU, pas le dernier, mais l'avant-dernier, il était très très procédurier. Ils ont énormément d'argent, c'est clair, beaucoup d'avocats. Donc, la moindre personne qui faisait le moindre faux pas, ils attaquaient. Donc, finalement, la police, la justice, ils aimeraient bien descendre le Bonfim. Et le Bonfim, la FBU s'est pris des méchantes claques, c'est clair, hein, parce qu'il y a vraiment un acharnement contre eux. Mais en même temps, ils n'ont pas pu les détruire parce qu'ils ont une armée d'avocats et ils sont très puissants et assez agressifs. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas riche, je n'ai pas un groupe. Il y a quelques personnes qui travaillent avec moi, qui sont en association avec moi parce qu'on fait des missions humanitaires, parce qu'on va là ou là. Mais par contre, la police m'a tout de suite repéré comme un sous-marin de la FBU. Et donc, c'est acharné sur moi. Je suis un gourou, je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Simplement parce que je suis officiellement un sous-marin de la FBU. Or, la FBU me déteste. Donc voilà, j'ai comme ennemi
ceux qui adorent la FBU, parce qu'ils me détestent, parce que la FBU me déteste, et j'ai aussi comme ennemis ceux qui sont contre la FBU, puisque je suis un sous-marin de la FBU. Voilà, j'ai tort de tous les côtés, et quel que soit le côté où on se tourne. Oser citer le maître Peter Donov, oser citer le maître Omar Mikhaïla Ivanov, c'est déjà aussi grave que de dire qu'on a eu une NDE, qu'on a vu un esprit ou une soucoupe volante. Enfin, on est grillé de partout, quoi. Mais vous pouvez parler, hein. N'ayez pas peur, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vrai qu'après le speech que je fais, vous n'aurez peut-être pas envie de faire beaucoup de témoignages, mais je ne fais que donner le prénom, et vous pouvez tout à fait donner n'importe quel nom que vous inventez, ou même faire quelque chose d'anonyme. Tant que c'est intelligent, ce n'est pas le nom qui importe, c'est les éléments qu'on peut découvrir de tout cela. Effectivement, certaines étaient très froides. Certaines personnes, oui. Oui, on parle des personnes de... certaines étaient très froides et ce manque de chaleur humaine m'a manqué. Mais certaines autres étaient vraiment bienveillantes. Il y a de tout. Absolument. Dans le bon fin, si on ne parle pas de Omra mais de la frate, du bon fin, il faut être clair, et on a vraiment de tout. Et si je vous parle des arts martiaux, de l'enseignement Shaolin ou du yoga, on a de tout. Donc c'est vrai, il y a quand même des grandes directions, c'est vrai. Mais c'est rare de trouver un mec qui est à fond et dans le yoga et dans le football en même temps quand même. Mais en même temps, dans un groupe quel qu'il soit, vous trouvez effectivement de tout. Donc ça, c'est évident pour tout, même si on met le nom non péjoratif de secte sur un groupe. Tout se rejoint comme vous le démontrez bien. J'ai même déduit que les paralysies du sommeil ressemblait beaucoup aux phénomènes d'abduction décrites par certaines personnes. Absolument. Je suis tout à fait d'accord aussi. Les états modifiés de conscience vont souvent de pair avec la présence des ovnis et des ET, ce qui porte préjudice au témoignage des témoins, car la facilité est de dire qu'ils ont eu des visions. Ouais. Alors ça, c'est très fin et c'est très très exact. Pourquoi ? Parce que la plupart des vaisseaux extraterrestres, pour être capables de se déplacer à des vitesses inimaginables pour nous, ils jouent avec des dimensions, ils jouent avec de l'énergie, on va dire, cosmique. Et nous sommes cette énergie cosmique. Nous sommes faits de cette énergie cosmique. Nous développons une espèce d'électricité. Si on branche des fils sur notre cerveau, on peut faire marcher une lampe de 30 watts. Donc, on a cette fabrication d'électricité, pas à travers la biologie, à travers... on peut découvrir plein de choses, le chi, le ki, le prana, enfin bon, plein de choses qu'on utilise et qui nous permettent de faire des choses assez fantastiques, qui sont évidemment refusées toujours par la science. Donc, quand quelqu'un s'approche d'un vaisseau qui irradie de cette énergie, même si je ne connais pas toutes les subtilités, mais les grandes lignes, eh bien, ça va perturber l'énergie humaine. Très souvent, la stimuler, sans la contrôler. On va dire, vous pourriez imaginer le chi d'un être humain, l'énergie d'un être humain, comme des drapeaux. Et il y a un hélicoptère qui atterrit dans le coin. Tous les drapeaux vont bouger violemment avec le vent intense. C'est la même chose au niveau de l'énergie cosmique que ces vaisseaux utilisent, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des moteurs qui sont cachés d'extraterrestres et qui vont même réagir au moins par une couleur différente quand vous touchez le moteur selon votre état psychologique. Donc ce sont de la technologie biologique à un niveau inimaginable. Et malheureusement, et en même temps, pour moi, c'est une preuve, mais pour la plupart des gens, ça va être le contraire. C'est-à-dire que quand vous dites « Ah, il y avait un vaisseau dans mon jardin et en même temps, j'ai vu ma grand-mère qui est décédée il y a 15 ans, qui était là et qui regardait aussi », on se dit « Bon, toi, tu vas te prendre un petit Valium, tu vas aller te reposer un petit peu pendant 3 semaines dans un hôpital et ça ira beaucoup mieux. » Parce qu'évidemment, les deux phénomènes réunis sont la démonstration, la preuve du ridicule. Alors qu'en fait, c'est absolument le contraire. C'est évident. Le fait que quelqu'un ait des manifestations psychiques spéciales
quand il va voir le vaisseau, c'est comme la preuve qu'un hélicoptère est là avec les drapeaux qui tournent de tous les côtés. De même, les extraterrestres sont attirés par un certain niveau d'évolution énergétique. Et il est clair que plus vous vous évoluez, plus vous avancez dans votre chemin, et plus il vous sera apporté de voir des choses, de témoigner des choses, simplement parce que vous ne serez pas dans le déni, premièrement, et que vous commencerez à reconnaître, à voir, à regrouper, à analyser. Et cette évolution-là fait de vous un interlocuteur intéressant. Donc les deux sont parfaitement liés, alors que, par la présentation de la science, on va démontrer justement le contraire. C'est bizarre. Il n'y a jamais un travailleur de Renault qui fait ses 40 heures semaine et qui joue au football qui rencontre des extraterrestres. En fait, si moi j'étais un extraterrestre, j'aurais pas envie de rencontrer un travailleur de Renault qui va jouer au football le samedi. Donc vous pouvez tourner la chose des deux côtés pour bien comprendre. Donc ça c'est très subtil, bravo Sylvie, et je suis à 100 000% d'accord, et si on analyse un petit peu, on est obligé de se dire, bah oui, c'est évident, les choses ne sont pas séparées, ne sont pas dans des boîtes. Les boîtes, c'est la construction de la société. Nous sommes des êtres d'amour, mais même pas. Nous sommes énergie d'amour. La matière, c'est de l'amour condensé. Nous respirons l'amour, nous sommes des êtres d'amour ou de lumière, comme vous voulez. Les vaisseaux sont des vaisseaux qui jouent avec les pouvoirs cosmiques de lumière. Vous êtes vous-même comme ceci, c'est votre âme, anima, ce qui veut dire l'électricité qui vous anime. Tout ça, ça marche ensemble, c'est évident. Rien n'est séparé, si ce n'est dans les bureaux de l'administration française, belge ou d'un autre pays. Il y a beaucoup de bons documentaires récents sur ce sujet, diffusés en France depuis 1 an. Ils sont la plupart du temps visionnables autant de fois que l'on veut grâce à YouTube. Êtes-vous en France ou dans un autre pays ? Pour ça, il faut me donner les liens, me les envoyer ou sur mon adresse ou directement là où vous avez déjà commenté. Et je tourne dans plein de pays différents parce que je fais plein de travail humanitaire. Donc des fois, je suis en France, souvent en Europe, on va dire. Souvent en Europe. Et donc, en général, si je n'ai pas accès dans un pays, j'aurai accès dans l'autre pays 15 jours plus tard. Merci. Une petite chose où je ne suis pas d'accord avec vous, très petite face à tout le reste, je me suis faite opérer plusieurs fois et dire que je ne mange pas de viande est toujours respecté par le personnel. Une fois même, j'avais demandé un repas sans gluten en plus et ils ont fait leur maximum. Je ne reste jamais longtemps, c'est soit de l'ambulatoire, soit je ne dors qu'une nuit. Peut-être est-ce le fait d'être dans une clinique privée aussi. Sinon, il est vrai que sans mon ami, je me sentirais très seule. Attends. Donc, oui, pour clarifier cette chose-là, encore une fois, par rapport au végétarisme, c'est quelque chose de très très fort en France. Par exemple, en Allemagne, il y a environ 10% de la population allemande qui est végétarienne. Vous allez n'importe où en Allemagne, même dans un fast-food, un McDonald's, vous avez 3 ou 4 plats végétariens, hamburgers végétariens, ainsi de suite. Et puis dans d'autres pays, si vous êtes végétarien, vous allez tomber malade et c'est terrible. En France, c'est très très fort. D'ailleurs, végétarisme et secte vont de pair. Comme ont dit certains personnages politiques, les coopératives biologiques sont un vivier de sectes. Donc, méfiez-vous, quoi. Si vous mangez clean, vous allez vous faire endoctriner à droite ou à gauche. Et moi, je me souviens m'être fait insulter, je dis bien insulter, par une diététicienne professionnelle qui me dit « Ah bon, alors vous êtes végétarien, alors on va vous donner du poisson. » Je lui dis « Ben non, le poisson, c'est pas un végétal, donc non. » Et elle m'a dit « Alors vous êtes végétalien. Vous connaissez même pas les mots corrects. Vous êtes végétalien, vous n'êtes pas végétarien. » Et moi, je me disais « Mais toi, t'es pas humaine. Je comprends que tu veux manger les poissons, parce que toi, t'es une truie aussi. » Franchement, je veux dire, c'est assez hallucinant. Tu peux ? Oui. Je peux aussi ajouter que, exemple très simple, aussi la semaine dernière, quand j'étais à l'hôpital, tu as bien précisé 2 fois que je suis végétarienne, pas de viande, pas de poisson. Au repas de midi, la moitié de ce qui m'amène, c'est plein de viande. Oui, absolument, absolument.
Donc J'ai Anaël, un peu de riz, du pain et du fromage. voilà. Anaël, elle avait juste un tout petit truc, c'était rien. Elle s'était trop entraînée, elle était faible. Donc hop, à l'hôpital pour voir quand même, pour faire des examens et ainsi de suite. J'ai spécifié plein de fois, ben voilà, c'est un exemple direct. Vous voyez. Et c'est tellement fort qu'il faut savoir une chose. Le maître Omram Mikhaïl Ivanov, il est le disciple du maître Peter Donov. Je pense que je l'en ai largement parlé, donc c'est clair. Or, il faut savoir une chose, c'est qu'à la fraternité de Bulgarie, c'est strictement végétarien. Donc c'est Omram, soit sous la pression française, soit parce qu'il aimait le poisson, qui a dit végétarien, c'est avec du poisson. Mais en Bulgarie, Omram n'a pas du tout été éduqué comme ça. Avec le maître Peter Donov, avec qui il a vécu longtemps, c'était strictement végétarien. Et d'un seul coup, au bon fin, c'est du poisson 2 fois par semaine. Et se disent végétariens. Donc eux aussi, je suis désolé, mais ils n'ont pas un dictionnaire. Ils ne savent pas regarder le mot végétarien, végétaux. Il y a des Français, des fois, quand ils ne savent pas, je leur dis, bon, écoutez, je vais le faire très simple. Tout ce qui bouge, je ne mange pas. Et tout ce qui ne bouge pas, je mange, à part les pierres. Voilà, alors là, d'accord, je commence à comprendre. Voilà, on y arrive. Mais c'est la situation en France. Donc, maintenant, pour aller de l'autre côté, moi, une fois, j'ai eu des opérations aux yeux par un professeur, j'ai oublié son nom maintenant, un mec absolument brillant, au 15-20. Non, j'ai oublié, un autre hôpital à Paris. Et le type était brillant, en tant que chirurgien, mais aussi en tant que personne. Et son service, parce que c'est le chef du service, forcément, était fantastique. Les infirmières étaient une gentillesse, ils étaient totalement respectueux, enfin, c'était vraiment super. À tel point que quand je suis parti de l'hôpital, je suis resté environ une semaine, je suis revenu quelques heures plus tard avec 3 grosses boîtes au chocolat et un gros pot de fleurs. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous amenez ça? J'ai dit, pour remercier tout le service, vous êtes tous fantastiques et c'est bien de rouspéter quand les choses vont pas bien, mais c'est bien de savoir dire merci quand les choses vont bien. Et ils m'ont dit, mais on n'a jamais un client qui se soit comporté comme ça. Je dis, moi, je n'ai jamais eu un hôpital qui soit comporté comme ça. Comme ça, on est à égalité. Donc, c'est vrai, si vous allez couvert, si je peux dire, par un chef de service qui est intelligent, qui est un peu ouvert, ça va créer une certaine atmosphère. Mais en général, l'endoctrinement dans la médecine par rapport au végétarisme est si fort. J'ai une amie infirmière à Marseille, 35 ans de végétarisme, quand elle a cette histoire. Et elle parle avec un médecin, un chef de service, qu'elle connaît bien, le tutoie, même ainsi de suite. Et le mec avance des trucs sur le végétarisme, donc c'est très dangereux. Donc elle dit, non, c'est absolument faux. Moi, ça fait 35 ans que je suis végétarienne et j'ai aucun problème. Alors le type lui dit, là, on va faire tu es prêt à faire un test sanguin? On va faire des tests, on va voir. Je dis, ouais, aucun problème, je relève le défi. Donc ils font un test. Et il manque rien. La femme est parfaitement équilibrée, 50 ans, parfaitement équilibrée biologiquement, psychologiquement aussi, mais ça n'a rien à voir. Et le chef de service, je ne sais pas si c'était un chirurgien, le chef de service, quel qu'il soit, a dit simplement, il y a une seule explication, tu manges de la viande sans t'en apercevoir. Ça a vraiment été son explication. Oui, dans les bonbons, les trucs, les machins, et tu manges suffisamment de trucs comme ça pour être alimenté par la viande en croyant être végétarienne. Donc, je me permets d'insister sur cette position. Si, j'insiste tout de même. J'entends votre réflexion, mais j'insiste quand même. Sinon, il est vrai que sans mon ami, je me sentirais très seule, car à part lui, mon père et ma sœur, toutes les autres me prennent pour une folle. Mais c'est clair. Pensez hors de la boîte. Pour tous les gens qui sont dans la boîte, c'est strictement interdit et c'est un signe de folie. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. J'ai vu hier un documentaire sur du nudisme, un camping de nudisme, et il y a une journaliste qui est là, donc elle fait le jeu, elle dit, voilà, je vais faire un reportage, je vais me mettre 3 semaines à poil dans le camping, et je veux faire ça, donc...
Et dans le documentaire, le premier jour, elle est toute seule chez elle. Elle dit bon, c'est pas du striptease. Je vais me mettre nue maintenant parce que comme je vais faire ça pendant 3 semaines avec des gens, je veux déjà expérimenter toute seule. Et elle mange après, elle est à poil, elle mange et elle est là et elle dit faut vraiment être malade pour faire ça. Faut vraiment être barge. Je vois pas l'intérêt. C'est sale, c'est ainsi de suite. Rien que ça. Alors je vous dis pas le reste. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je m'appuie sur mes amis et proches ouverts d'esprit. Qu'est-ce qu'il faut, oui. Connaissez-vous Jacques Vallée ? Oui. Il a commencé à prouver que les éjectats d'OVNI possédaient des isotopes forcément produits artificiellement et non par la nature. Absolument. Tout comme on a retrouvé aussi des émanations d'un vaisseau qu'on avait trouvé qui faisait quand même 300 mètres de diamètre, 1500 tonnes, qui était au fond de la mer à côté de la Suède, avec encore des émanations différentes qui prouvent absolument que c'est fabriqué. Et après, on demande aux scientifiques, et les scientifiques disent « Ah ben non, c'est rien du tout, c'est simplement un monument qui a été pris dans la dernière glaciation, qui a été emmené par hasard, et puis après, le glaçon a fondu et c'est tombé au fond de la mer. » Voilà, et moi je joue au tennis de table avec Mickey et King Kong tous les week-ends. C'est chacun son truc, chacun son activité. Et de surcroît, ils ont fini par trouver, puisque c'est assez profond, c'est à 90 mètres, 100 mètres de profondeur, ils ont fini par démontrer qu'il y a une trace de 1,5 km au fond de la mer. C'est-à-dire que la chose qui est tombée, elle est tombée très très violemment à 100 mètres de profondeur pour faire encore une traînée de 1,5 km. Alors les scientifiques disent ouais, mais ça peut être les courants qui font ça. Je joue aussi avec une girafe au golf. Ah oui, elle adore le golf, donc la girafe et moi on joue au golf. Non mais je veux dire, c'est chacun ses petites activités, quoi. Ce scientifique enquête sur les ovnis et les E.T. depuis au moins 44 ans, Ouais. car ma sœur me l'a fait connaître vers cette époque. Ouais, tout à fait, il avait déjà des écrits à ce moment-là. Son personnage a été représenté dans le film Rencontre du troisième type. J'avais pas fait le lien, honnêtement. Quand j'ai vu le film, je connais le film, j'avais pas fait le lien, mais oui, tout à fait. Donc le film de Steven... Spielberg. Voilà, en 1977. La réussite de son expérience doit toutefois être confirmée dans un autre laboratoire indépendant pour être confirmée. Ayant peu de moyens, j'ai assisté à un de ses exposés où il faisait appel à des personnes présentes et faisait partie de laboratoires pouvant financer la suite de ses recherches. Bien sûr, c'est toujours le même principe, hein. Que ce soit en égyptologie, que ce soit partout. Tout est ouvert, tout est possible, mais rien n'est possible sans argent. Donc encore une fois, quand vous prenez cette histoire de Jean-Pierre Petit, vous voyez un mec qui est brillant, qui est totalement brillant, qui a démontré, qui a fait la preuve de son niveau intellectuel largement au-dessus des autres depuis des décennies, mais en même temps, il va produire pratiquement rien parce qu'il est seul. Voilà. Et même, il a un canal sur YouTube et on va le critiquer parce que son canal n'est pas moderne. Bien sûr, il a une équipe de 40 personnes autour de lui, disponible 24 heures sur 24 pour faire un truc. Non, il fait tout seul. Parce qu'il est coupable d'être différent. Donc, tout est ouvert, mais rien ne fonctionne sans argent. Et on ne mettra jamais de l'argent là où cela pourrait affaiblir ou toucher la société. Le système de la société protège la société, c'est évident. Il a subi beaucoup d'obstructions, notamment la subtilisation d'échantillons d'éjectats d'OVNI. Absolument classique. Ils ont tellement peur que la vérité soit connue. Lui pense par contre que nos visiteurs ne sont pas exactement des E.T., mais il n'a pas voulu donner son opinion, car j'ai senti qu'il avait trop peur d'être discrédité. Ouais. Là, sur ce sujet-là, je ne suis pas du tout au courant
Donc, faut voir quelle conférence, dans quelle situation. Intéressant, c'est tout. Je ne sais pas. Les personnes présentes faisaient souvent partie de laboratoires. Ouais, donc c'est un terrain très très risqué aussi. Il a dû écrire un livre sur le sujet, je pense. Sinon, s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous êtes vieux et moche. Oui, je suis bien d'accord. Merci Sylvie. C'était dans votre première vidéo, il faut dire. Et que l'on ne peut pas vous aimer. Ce n'est absolument pas vrai. Vous souriez quand vous parlez, vous émanez l'amour par vos propos. C'est un charme très fort et celles qui n'y sont pas sensibles ne vous méritent pas. Sinon aussi... je suis assez d'accord, sauf qu'il n'y a personne qui me mérite, quoi. Donc, non, le fait est par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est une réalité. Hein, le fait d'être expert dans les arts martiaux, Shaolin, d'avoir touché des choses interdites, de fantômes, d'esprits, d'énergie, d'extraterrestres, d'être, moi, je dirais pas complètement végétalien, fanatique, mais très sérieusement végétalien, à 80% à peu près, on va dire, sauf quand je voyage. Pas d'alcool, pas de fume, pas de cigarettes, pas de drogue. Je suis chiant, quoi. Je veux dire, ça fait de moi quelqu'un de pas intéressant. Et en plus, faut pas oublier, depuis j'ai été torturé, j'ai perdu la vue. Donc en plus, je suis aveugle. Ça fait pas très cher sur le marché, tout ça. Hein. Faut être clair. Je veux dire, c'est c'est un contresens ce que vous dites, c'est-à-dire la peur de votre famille de dire une simple chose, et moi qui puisse avoir encore une existence ou un certain charme, j'entends bien le speech, par rapport à la situation de ce monde. Sur ce monde, je suis un monstre, je suis un gourou, j'ai tous les défauts de l'univers, quoi. Et bah oui, puisque je touche à toutes les choses interdites, et qu'en plus je suis honnête et que je les vis. Alors bon, je joue pas au grand jeu d'être le grand maître, je suis simple, naturel quand je parle, mais en même temps, il y a peu de temps, par exemple, il y a une japonaise qui parlait avec moi, un prof de japonais, et elle en est venue à dire que manger les poissons, dauphins, baleines, tout ça c'était normal. Ça se discute. Et je dis, tout ça, c'est un endoctrinement japonais, parce qu'au Japon, on mange énormément de poissons. Il y a une culture énorme par rapport à ça. Alors, elle m'a dit, tu me juges. J'ai dit, non, je te juge pas. T'as le droit de manger du poisson. Mais c'est un truc que tu as assimilé. Une bonne japonaise mange du poisson, c'est tout. Elle me dit, mais oui, si je mange pas du poisson, je suis rien au Japon. Et donc, au bout d'un moment, on a fini par discuter. Et je lui disais simplement, mais tu as le droit d'avoir tes opinions sur ce que tu veux sur les poissons. Maintenant, moi, je te parle de faits scientifiques. Les faits scientifiques de la pollution, de la destruction de la plupart des animaux, poissons inclus, de tout ce que ça va inclure comme destruction, comme pollution, comme ravage. Et ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Donc je ne suis personne pour critiquer tes opinions. Je respecte tes opinions en tant qu'opinion et j'ai moi-même mes opinions. Par exemple, j'aime beaucoup les Japonais. C'est pas un fait scientifique, c'est une opinion. J'ai étudié le japonais, j'ai étudié avec les Japonais. Quand j'étais gamin, les Japonais étaient une très grande référence pour moi. Donc c'est subjectif, c'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je dis par contre, tu ne pourras jamais imposer ton opinion pour nier un fait. Ça, c'est hors de question. Je n'inclinerai jamais la tête devant toi, devant ton opinion, pour avoir le droit de refuser un fait scientifique. Et depuis, elle m'a plus adressé la parole. Voilà, parce que c'est déjà une insulte. Alors que je lui ai dit, je respecte vraiment ton opinion. Oinoji itadakimasu. Oinoji itadakimasu. Ça veut dire itadakimasu, ça veut dire bon appétit, mais en fait ça veut dire je vais prendre. Et oinoji, c'est le cœur pur, le cœur sincère. Donc en fait, c'est une façon de parler aux gens en disant je suis honoré de prendre ton cœur pur, d'être en rapport avec ton cœur pur, et inversement.
Donc c'est une phrase très respectueuse que j'ai même utilisée pour insister sur ce truc-là. C'est déjà trop. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole, malgré l'argent que je lui donne pour me faire des cours de japonais. Elle préfère perdre un client et de l'argent que de reconnaître un simple fait comme ça. Le monde en est à ce point-là. Hein. Donc, dans ce monde d'aujourd'hui, dans les valeurs d'aujourd'hui, c'est une réalité, sans pleurer. Je suis très très seul et très très attaqué perpétuellement et très critiqué perpétuellement. Donc, c'est très 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 dur. Parce que si vous le vivez vraiment et que vous faites les choses totalement, c'est ultra dur. C'est complètement dur. Il y a des Italiens qui m'ont contacté et qui écrivent un livre sur un héros qui est aveugle. En fait, ils connaissent pas la cécité eux-mêmes. C'est un couple, donc voilà, ils me disent est-ce que tu peux donner des informations? Donc j'explique plein de choses. Ils me posent plein de questions. Je réponds, puis après ils vont plus profond dans certains trucs, donc j'envoie même 3 messages de 1 quart d'heure, 20 minutes et 1 heure, je crois, un truc comme ça. Et on a vu ça avec ma fille hier, donc on s'en souvient très bien. Et puis au bout de 15 jours, 18 jours, je leur dis, bah, pourriez être poli, quoi. Oui, non, pipi, caca, enfin un truc, quand même. Et ils me disent, mais pourquoi t'es agressif comme ça? Je dis, non, attendez, je suis pas agressif. J'ai toujours été à votre disposition, je fais ça gratuitement, donc je vous dis simplement la politesse, vous n'êtes même pas obligé de répondre tout de suite, vous pourriez dire merci beaucoup pour ces messages, nous répondrons dans 3 semaines, dans 1 mois, parce que nous sommes débordés. Ça prend pas longtemps de dire ça. Non, pas un mot, rien. Et je leur ai dit, je suis à votre disposition, je suis heureux de pouvoir vous aider par rapport à ça, mais c'est pas parce que je suis à votre disposition que je suis votre esclave et que vous pouvez vous comporter comme ça. Et tout ça, ça se passe sur WhatsApp, et ils avaient créé un groupe qui était l'enseignement de truc machin. Tyrus. Comment? Tyrus, qui est donc le nom de leur futur héros. Et leur seule réponse, ça a été simplement de changer le groupe. Donc ils ont gardé le même groupe et ils l'ont appelé l'enseignement de Iji. L'air de dire, tu veux nous apprendre la vie, va te faire foutre. Enfin bon, ils le disent pas comme ça, mais c'est tout aussi violent. Et on est en train de créer un monde de folie totale. Donc déjà, quand on est normal dans un monde de folie totale, on se sent seul. Mais quand on est, sans vouloir être prétentieux, très avancé et très engagé dans ce qu'on fait, et très sincère et désintéressé, ça fait quand même beaucoup de défauts pour un monde qui existe. Donc non, c'est vrai, je suis très seul et très souvent très triste, et de la solitude, et de la guerre qui se passe partout, et des critiques, et c'est un fait, quoi. Je veux dire, le jour où je meurs, je vais être un bienfaiteur des compagnies de champagne, hein, parce qu'il va y avoir des centaines de litres de champagne qui vont être bu. Hein. C'est clair. Donc c'est pas du pessimisme, c'est triste. Et c'est très difficile de rester souriant, honnête dans ce marasme. Mais merci, quand même. Sinon, aussi, j'aime beaucoup quand vous vous permettez de dire des gros mots. Ah ben voilà, je suis pris sur le fait. Ça nous change des retenues de langage habituelles et hypocrites. Ah, tout à fait. Et très souvent, quand je fais des conférences et que je suis traduit, et que je dis, tiens, bah, celui-là, c'est vraiment un trou du cul. Et le traducteur, il dit, bah, cette personne n'est pas très intéressante. Et je dis, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit un trou du cul. Parce que quelqu'un qui n'est pas très intéressant, c'est pas un trou du cul. Un trou du cul, c'est beaucoup plus bas que quelqu'un qui n'est pas intéressant. Donc, pourriez-vous traduire ce que je dis et pas comme vous devriez le dire d'après votre éducation. Votre travail de traducteur, c'est de traduire ce que je dis, pas de juger ce qui doit être dit. Donc oui, j'insiste bien, et j'essaie d'avoir un vocabulaire très large, autant spirituel que bas. Voilà, je m'adapte à la description de toute chose. Et pour finir, un grand merci d'avoir regroupé toutes ces informations qui se recoupent tant. Nous vous devons beaucoup pour nous avoir éclairés. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup pour votre sincérité, votre honnêteté, l'intelligence de votre texte. Donc, c'est très cool, un grand plaisir, et j'espère que ce sera intéressant pour beaucoup de gens
qui pourront mieux assimiler l'ensemble de la réalité des choses, parce qu'effectivement, rien n'est séparé. C'est-à-dire, on ne peut pas être psychique, médium, végétalien, agir avec des gens sans agir positivement dans des missions humanitaires et très souvent affronter des pseudo-missions humanitaires où il y a beaucoup d'argent qui est détourné, ainsi de suite. Donc on se fâche et on révèle des choses sans avoir d'énormes conséquences dans son existence. On va être positif et dire d'énormes conséquences positives dans le karma, mais dans le karma immédiat, ça déchire quand même. Et c'est une réalité. Donc, l'ensemble des choses, c'est de prendre les choses dans sa complémentarité totale. Voilà. Si je pratique une méditation tous les matins, c'est clair que j'ai plus de force et de stabilité que si ma seule méditation, c'est le match de foot et le Ricard. Ça peut passer, le match de foot et le Ricard, mais ça emmène moins haut quand même. C'est chacun à son école, mais... Donc, il y a tout un ensemble de conséquences et de réalités dans la vie qu'il faut savoir malheureusement affronter et assumer. C'est le seul chemin que je connaisse. Et bon, si au bon fin, il y a tellement de gens, par exemple, qui ne veulent pas parler, moi j'ai connu plein de gens qui m'ont dit « Oui, je suis d'accord avec toi, Eiji, sur ça, mais je ne peux pas parler. » Et je dis « Mais pourquoi tu ne peux pas parler ?» Il dit « Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je viens au bon fin. Le bon fin, c'est ma famille. Si je parle, je suis expulsé. Je suis jeté dehors et je perds tout. » Donc il y a énormément de gens, que ce soit au bon fin, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a une pression terrible, perpétuelle. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Jean Sandy, dont je parlais au début, demandez à Jean-Pierre Petit, demandez à Carl Jung. Toutes les personnes qui ont fait, demandez simplement aujourd'hui à, comment il s'appelle ce philosophe, on l'avait étudié un petit peu ensemble, voilà, j'avais un trou. Demandez à Michel Onfray, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui gratte au fond des choses, et demandez-lui si les choses sont faciles. C'est un type qui est à la tête de l'école libre, l'université de libre, je ne sais plus comment on appelle ça. Il fait entièrement bénévolement depuis des années et des années. Et c'est hyper lourd. Demandez à Dieudonné, si on a le droit d'être différent. Moi, Dieudonné, je le trouve extrêmement brillant et intelligent. Bon, évidemment, quand on s'acharne contre lui et qu'il finit par commencer à nier les chambres à gaz, ainsi de suite, bon, là, c'est de l'humour qui devient très lourd. C'est plus du tout de l'humour. Là, je dis, là, tu te discrédites. Mais en même temps, c'est le résultat d'une injustice auquel lui fait face et qu'il pousse lui-même à être, d'après moi, stupide. Mais autrement, j'entends des choses, mais c'est fantastique. Hier, j'ai entendu un petit sketch de lui où il présente une mitraillette ultra efficace, ultra puissante, fabriquée en France, vendue dans le monde entier. Et donc, il présente la mitraillette, elle est en plastique, mais il fait un sketch, il présente toute la mitraillette, et il dit, ça, c'est produit en France, et c'est autorisé par le gouvernement français. Contrairement à certains de mes DVD. Je suis désolé, mais c'est brillant, quoi. C'est absolument brillant sur plein de choses. Et quel génie! En tant qu'acteur, en même temps, il est brillant. Demandez-lui si la vie est facile. Les flics ont débarqué perpétuellement chez lui. Pour ne pas se suicider, il faut qu'il soit très fort. Donc, les gens doivent avoir le courage d'affronter ça. Essayer d'être libre de notre vie d'aujourd'hui, sans être martial, que ce soit peut-être physiquement, mais au moins philosophiquement et spirituellement et mentalement, vous êtes grillé d'entrée. C'est une réalité. Voilà. Merci pour cette très intéressante conversation. J'espère intéressante aussi pour vous. Ciao.